Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette... Quelle ambiance incroyable, tout ça de manière improvisée. Merci à toutes et à tous d'être venus en si grand nombre pour assister donc à cette finale de ma thèse en 180 secondes. CY Paris-Cergy Université. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo et je suis très très heureux d'être avec vous cet après-midi pour entendre 5 histoires de sciences passionnantes qui vont vous être racontées par 5 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui ont accepté de relever le défi un peu fou consistant à résumer en 3 minutes seulement, et pas une seconde de plus, un travail de thèse de plusieurs années. On va parler de choses très très différentes, des disciplines vraiment très variées vont être présentées sur cette scène, ici, dans quelques instants. Et donc on a beaucoup de chance de vous avoir, j'ai hâte de vous entendre. Quelques petits rappels avant de donner la parole à ces jeunes chercheuses et à ces jeunes chercheurs. D'abord, vous dire que l'enjeu de la finale qu'on va suivre ensemble, c'est de sélectionner 2 candidats, 2 lauréats, une lauréate, un lauréat ou 2 lauréates, enfin, vous m'avez compris, vous choisissez qui vous voulez, mais il faut envoyer 2 personnes en demi-finale de ma thèse en 180 secondes. Ça va se tenir la semaine prochaine, ça sera à Paris, avant ensuite de pouvoir organiser le 6 juin la finale nationale qui va se tenir à Nice, à l'Opéra de Nice. On ne se moque pas de vous, hein, ça sera un très bel événement également. Et puis peut-être que certaines parmi vous, c'est ce que je vous souhaite, pourront même aller jusqu'en finale internationale. Ce sera à Abidjan et ce sera au mois de novembre. Voilà pour le rappel général du contexte de cet événement. Pour choisir ces 2 personnes, ces 2 lauréats, il nous faut 2 votes. Un vote du public et un vote du jury. Le vote du public, c'est vous, forcément, qui allez le décerner. Je crois qu'il y a pas mal de lycéennes et de lycéens dans la salle, du lycée Jules Verne. On peut les entendre, je ne vous mens pas, ils sont juste là. Applaudissez, mesdames et messieurs, pour signaler votre présence. Merci beaucoup de jouer le jeu. Merci d'être avec nous pour cette finale. Et donc ce sera à votre tour, à la fin de l'événement, de choisir votre prix du public à l'aide du petit coupon qu'on vous a distribué quand vous êtes rentré. On vous le distribuera peut-être après. Après, on vous distribuera un petit coupon avec les 5 photos des candidates et des candidats. Et vous devrez choisir individuellement une personne qui aura pour vous été la meilleure ou le meilleur cet après-midi. Alors, de quoi on parle quand on dit la meilleure ou le meilleur? C'est bien sûr un jugement relatif. Il faut quand même juger 3 choses. D'abord, si vous avez un coup de cœur, ça, tenez-en compte. Les aspects de médiation, de vulgarisation scientifique en tant que tel. En gros, est-ce que vous comprenez ce qu'on vous dit? Est-ce que le message, vous seriez capable, après l'avoir entendu sur scène, dans la bouche de ces jeunes chercheuses et de ces jeunes chercheurs, de le répéter à quelqu'un d'autre? Voilà. Est-ce qu'ils ont bien transmis le message scientifique, l'information scientifique qui compte pour eux, s'agissant de leur thèse? Et puis, bien sûr, vous allez forcément, j'imagine, juger la prestation, l'aisance sur scène, la capacité à créer de l'engouement dans un public. Voilà, c'est un peu ces 3 choses qu'on va vous demander de juger. Donc, prenez bien au sérieux, s'il vous plaît, ce vote du public. Il est très important parce qu'encore une fois, pour eux, l'idée, c'est d'aller en demi-finale la semaine prochaine à Paris. Voilà. Il faut également un vote du jury. En réalité, 2 votes, 2 prix du jury seront remis à l'issue de cet événement. Seul le premier prix du jury ira en demi-finale. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à vous présenter dès maintenant les membres de ce jury prestigieux. Je suis très très content, mesdames, que vous ayez accepté d'être parmi nous cet après-midi. Il y a avec nous Françoise Marmouillet, journaliste à The Conversation. Bonjour, merci d'être là, on peut vous applaudir. Il y a Léa Doyen, chargée de mission ESR au conseil départemental du Val d'Oise. Bonjour Madame Doyen. Il y a Gaël Prat, qui est chargé de secteur à l'association Les Petits Débrouillards, une association de médiation scientifique dont on dira quelques mots tout à l'heure. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et enfin, last but not least, celle qui sera notre présidente, la présidente du jury de cette édition 2024 de ma thèse en 180 secondes, CY Paris-Cergy Université. Il s'agit de Pascale Le Turmy. Merci beaucoup d'être là. Et franchement, ça va être complexe. Le niveau est très, très élevé cette année, m'a-t-on dit. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille la plupart du temps. Je dis la plupart du temps parce que forcément,
tout au long de l'événement, je me tournerai vers vous individuellement pour en savoir un petit peu plus sur qui vous êtes, tout simplement, cher membre du jury, c'est quoi les petits débrouillards, c'est quoi The Conversation, etc. On aura le temps d'en discuter. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Je suis encore une fois très très heureux d'être avec vous pour écouter ces différentes jeunes chercheuses et jeunes chercheurs. Je voudrais qu'on les applaudisse une fois encore pour les encourager, parce qu'il y a forcément un petit peu de stress, c'est normal. Donc pour leur signifier toute votre bienveillance, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour les 5 participants à cette finale. Sarah Bailleul, Claude Kikuati, Martial Clavier, Enzo Fontanet et Amira Mansour Kodja, qu'on va donc entendre. Et pour commencer cette finale, je voudrais qu'on réserve un tonnerre d'applaudissements à celle qui va présenter sa thèse maintenant. Elle s'appelle Sarah Bailleul, elle est en 2e année de thèse en biologie. Le titre de sa thèse, je vous le livre tel quel. C'est Gene Tracing, transfert de traces biologiques, développement de modèles in vitro, caractérisation et qualification à des fins d'identification génétique en sécurité criminalistique. Pour en parler, Sarah Bailleul est avec nous et on l'applaudit. Sarah, ça va Sarah? Ça va. Bon, Sarah, quand tu es prête, tu fais un signe ostensible à la régie pour qu'on lance le timer au moment où tu l'as décidé. Okay. Et on t'écoute pour 3 minutes. Okay. Mauvaise nouvelle, le crime parfait n'existe pas, parce qu'il y a toujours des témoins. Certains sont trop bavards, comme ma voisine Monique. D'autres, au contraire, auront tout vu, mais resteront silencieux, à moins de les trouver et de les faire parler. Je parle ici des traces. Celle de l'auteur, par exemple, car oui, il laissera forcément des traces. En effet, selon Edmond Locard, pilier de la criminalistique, toute présence laisse une trace, que ce soit l'auteur sur la scène ou la scène sur l'auteur. Des traces, il en existe de toutes sortes. On pense souvent aux empreintes digitales, mais celles-ci ne sont pas toujours présentes ni exploitables. Avec notre équipe, nous travaillons en collaboration avec la Gendarmerie nationale sur les traces biologiques contenant de l'ADN. L'ADN retrouvé sur une scène de crime est souvent perçu comme le Graal de l'enquêteur, car il peut constituer une preuve essentielle pour identifier l'auteur. Je me concentre plus précisément sur ce qu'on appelle les traces de contact. Elles proviennent du transfert de matériel biologique d'une personne à une autre ou un objet par contact physique, comme avec l'accoudoir de votre siège par exemple. Alors je vous arrête tout de suite, inutile d'inspecter ce pauvre accoudoir, vous ne verrez pas ces traces. C'est d'ailleurs le plus gros problème, aujourd'hui il n'existe pas de moyen de les détecter. Maintenant, projetons-nous sur la scène d'un crime qui a eu lieu dans le bureau. La victime, décédée, a peut-être été tuée avec la matraque abandonnée un peu plus loin. Aucune empreinte, ni sur l'arme présumée du crime, ni sur les meubles. Mais on peut quand même essayer de retrouver l'ADN de l'auteur grâce aux traces de contact. Sauf que, sans les voir et sans savoir quelle zone privilégier, on risque de multiplier les prélèvements dont l'analyse prendra peut-être des mois sans être sûr d'obtenir le moindre résultat. Quant au support sur lequel la trace est transférée, il peut lui aussi diminuer les chances de la prélever en quantité suffisante. Et moi dans tout ça, alors je fais de la recherche fondamentale, donc si vous m'imaginiez en cosmonaute sur la scène de crime, c'est raté. Au revoir le cadavre, bonjour le microscope. Mon travail consiste à caractériser puis modéliser la façon dont une trace de contact interagit avec différents supports, ce qui va me permettre d'évaluer si tel matériau, plus ou moins rugueux, retient la trace et donc si elle va y être plus facile à prélever. J'ai donc mis au point une méthode de suivi et de détection des traces avec des marqueurs fluorescents, des microscopes et pas mal de bioinformatique. L'objectif, gagner en temps et en efficacité en démontrant par exemple qu'il vaut mieux prélever sur la matraque que sur le rebord de la fenêtre, sur le lino du salon plutôt que sur le carrelage de la salle de bain, ou encore avec du scotch plutôt qu'un écouvillon. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas moi qui arrêterai le coupable, mais les résultats de ma thèse aideront à l'identifier plus rapidement. Du moins j'espère, sinon je pourrai toujours réinventer le Cluedo. Sarah Bailleul. Ouais, c'est mieux quand c'est fini.
Il y a toute la team de Sarah Bayol là-bas. Là-bas aussi d'ailleurs. Ouais, il y en a un peu partout. Bon, bravo Sarah, c'était super. En plus, voilà, il faut le rappeler, c'est jamais simple de passer en premier, donc bravo. Merci. Dans le timing, 180 secondes, pas une seconde de plus, une seule slide, et tout a été présenté dans les délais impartis avant la thèse. Oui. Contrairement à ce qui se passe souvent, il n'y a pas eu de continuum directement après les études, un enchaînement sur une thèse. Là, il y a une pause qui s'est faite. Oui. Tu as travaillé, je crois, dans une société. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Du coup, donc, j'ai travaillé dans une société qui vendait en fait tout le matériel de biologie qu'on peut retrouver en fait au quotidien dans nos laboratoires. Pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 2 mois. Et après, du coup, j'ai arrêté mon travail pour venir en thèse et vous présenter ça aujourd'hui. Et pourquoi ce souhait comme ça de mettre une pause finalement dans ce parcours professionnel qui commençait bien? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire voilà, j'ai envie de faire cette thèse maintenant? Faut savoir que ça faisait quand même quelques temps que je visais cette thèse aussi. J'avais déjà envoyé mon dossier 1 an auparavant, mais c'était pas encore le bon moment. Et du coup, je l'ai renvoyé cette fois-ci, voilà, parce que le sujet est quand même relativement intéressant et j'espère avoir fait passer le message. Et tu es une fan de badminton. Et oui. Et tu prépares les Jeux Olympiques. Voilà, tout à fait. Non, donc venez me voir. C'était Sarah Bayol, mesdames et messieurs. On l'applaudit très fort. Alors, est-ce qu'on peut donner, mesdames et messieurs, un micro aux membres du jury? Parce que je voudrais tout de suite pouvoir me tourner d'abord vers la présidente de ce jury, Pascale Leturmy. Je rappelle que vous êtes vice-présidente Sciences et Sociétés à l'université ici, CY, Paris-Cergy Université. Ça recouvre quel type de mission en fait? Ça veut dire quoi, Sciences et Sociétés, du point de vue d'une chargée de mission comme vous? Alors, Sciences et Sociétés, ça correspond à coordonner les actions que l'on peut avoir en termes de médiation, de diffusion de la science, de coordonner également les études qu'on peut avoir en sciences participatives ou en sciences collaboratives. Oui, parce qu'il y a plein de choses qui se font à l'université. Vous citiez à l'instant les actions de médiation scientifique. Il faut savoir par exemple que depuis des années, il y a un cycle de conférences ouvertes qui s'appelle Université ouverte. Oui, c'est cela, ça fait plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, et dont les 10 dernières années au moins ont été filmées. Il y a plus de 300 heures de conférences qui sont accessibles sur le site de l'université, que je vous encourage à aller voir. Et on peut y participer assez facilement à ces conférences. C'est tout public. C'est une participation modique, mais je crois même que quand on est... Non, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Génial. Il faut juste s'inscrire de préférence, surtout quand il y a des stars. Et ça se tient où? J'en termine là. Alors en général, ça se tient sur le site des chaînes. C'est ça. Le site des chaînes dans l'amphiveille. Si on a un prix et Nobel, et on parle de plein de choses très très différentes. Ah oui, on essaye d'avoir un programme très varié de toutes les disciplines qu'on peut imaginer dans une université. Très bien. Regardez ça de près, franchement. Le site internet, c'est Université ouverte. Ça se trouve facilement. Cergy, Université ouverte. Et les vidéos sont en ligne et on peut assister à ces conférences. Je voudrais donner la parole à Léa Doyen, également, qui est chargée de mission ESR. Je le disais à l'instant, au conseil départemental du Val d'Oise. Merci à nouveau d'être avec nous. C'est la première fois que vous assistez à une finale de ma thèse en 180 secondes? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est ma première. C'est ma première édition et très heureuse d'être là. Il y a un petit peu de trac aussi peut-être chez les membres du jury. Oui, il y a de l'enjeu. On voit bien qu'il y a de l'enjeu. Bon, qu'est-ce que c'est votre métier? Comment vous l'expliqueriez à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout votre univers? Alors donc moi je travaille au conseil départemental du Val d'Oise, donc il y a une vocation d'accompagner les dynamiques du territoire, donc sur le département du Val d'Oise, et moi en l'occurrence sur la mission enseignement supérieur, recherche et innovation. L'idée c'est d'accompagner les établissements de formation et notamment CY, Cergy Paris Université, dans tout son développement. Donc c'est à la fois sur le développement bâtimentaire, les espaces de formation, mais aussi tout ce qui a trait avec la vie étudiante, donc le logement étudiant, la restauration étudiante, les mobilités. Donc moi je travaille sur ces enjeux-là. Et on a aussi, parce que le département, vous le savez peut-être, a une compétence, a des compétences majoritairement sociales et en matière de solidarité, et s'occupe des collèges, donc administre 112 collèges sur le territoire, et on essaie de créer des passerelles entre collégiens et monde universitaire en créant des programmes de découverte
des établissements de formation, un petit peu d'orientation aussi. Donc voilà, on essaie en tout cas moi, j'essaie de mettre de l'huile dans tout ça. Est-ce que c'est à CY que vous avez fait vos études? Non, pas du tout. Je suis valdoisienne depuis toujours, je suis valdoisienne. Mais non, j'ai fait mes études sur Paris. En tout cas, c'est un écosystème que vous connaissez très très bien. Oui, et c'est un très très beau territoire. On est très très heureux que vous soyez avec nous. On va donner la parole maintenant à notre deuxième participant à cette finale. Il s'appelle Claude Kikwati Ntolila. Il est en première année de thèse. Il travaille rien à voir avec le sujet de Sarah Bayeul, non pas en biologie, mais en sciences de l'éducation. Une fois de plus, ça marque la diversité disciplinaire de ma thèse en 180 secondes. Je vous donne le titre de sa thèse. Les TIC et changement des pratiques enseignantes. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir notre deuxième participant à cette finale. Merci d'être là. Quand vous êtes prêts, un signe en régie et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Les technologies de l'information et de la communication, depuis des décennies, elles prennent dans notre quotidien, notre travail, nos salles de classe, une place de plus en plus importante et l'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, elles sont partout. Partout, pas tout à fait. Que diriez-vous si l'on vous présentait une université d'informatique où l'enseignement, bien qu'excellent sur le fond, se dispense encore toujours au tableau noir? Vous savez, la craie qui crisse, la poussière. Eh bien, vous vous direz sans doute que, décidément, le proverbe a raison. Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Cet établissement existe à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il est la meilleure école d'informatique du pays. Votre serviteur a l'honneur d'y enseigner. Mais comment se fait-il que l'apport des TIC dans l'enseignement, on parle alors des TICE, ils soient largement ignorés alors que leurs pratiques portent des innovations, des satisfactions et des résultats tant pour les enseignants que pour les étudiants. Enquêter scientifiquement sur ces paradoxes, c'est l'un des objectifs de ma thèse. J'ai fait de cet établissement mon terrain d'expérience. J'ai créé deux groupes d'enseignants, un groupe témoin et un groupe test. Le premier utilise couramment les outils informatiques, plateformes virtuelles, écrans interactifs. Le second, lui, n'y a pas accès ou les utilise beaucoup moins fréquemment. J'ai d'abord cherché à identifier les causes. Chez les individus du groupe test, au manque de formation initiale, s'ajoutent des mécanismes de protection et de résistance qui contraignent l'utilisation de ces technologies. Pour sensibiliser ces enseignants et les accompagner dans la transformation de leurs pratiques, j'ai donc fait appel à des tuteurs, des enseignants déjà compétents dans l'utilisation des TCE. Enfin, pour évaluer l'impact de ces changements, j'ai recours au modèle SAMR, substitution, amélioration, modification, redéfinition, inventé en 2006, précisément pour intensifier l'utilisation des technologies chez les enseignants. L'avenir de l'éducation, ce n'est pas la nostalgie des méthodes anciennes, mais l'audace à embrasser les innovations. En investissant dans les TCE, cet établissement peut devenir un modèle d'innovation pédagogique, non seulement à Kinshasa, mais dans toute la RDC. Ma thèse va ainsi apporter des solutions pour cet engouement. Maintenant, permettez-moi de conclure sur une remarque un peu plus égoïste. Un enseignant qui n'évolue pas est condamné à disparaître, et moi, je ne suis pas prêt. Mais non, vous n'allez pas disparaître, Claude. Vous n'allez pas disparaître, Claude. Vous êtes bien là. Claude Kikwati, qui l'a dit dans son pitch, est enseignant à Kinshasa en RDC depuis plusieurs années. À quel type de public, à qui face à vous quand vous parlez de cette discipline informatique? Oui, aux enseignants qui ont du mal à maîtriser l'utilisation des TCE et aussi aux étudiants. Parce qu'en utilisant les outils informatiques, l'enseignement change.
il y a une variété, il y a une facilité de communication. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire déjà une thèse et puis ensuite, défi supplémentaire, ma thèse en 180 secondes? C'est venu comment finalement ce cheminement? Oui, parce que je suis un informaticien de longue date. J'ai constaté que tout autour de moi, il y a des collègues qui ont du mal à maîtriser les outils informatiques, même pour envoyer les emails, même pour répondre à une réception, même pour faire la projection d'un cours. Cela m'a poussé à mener une étude au sein de mon écosystème afin d'apporter un plus dans cette institution. Et pour participer, franchement, je remercie, je peux citer les noms, M. Frédéric qui m'a encouragé, parce qu'au début... C'est le coach, mesdames et messieurs. Oui. On peut l'applaudir tout de suite. C'est Frédéric. Oui, parce qu'au début... Qu'est-ce qu'il vous a dit, Frédéric? Oui, au début, lorsque j'ai choisi MT 180, l'idée c'était de puiser les informations afin de compléter mes compétences et mes connaissances. Mais pas de faire le concours. Pas faire le concours. Juste la formation MT 180. Juste, voilà. Juste bien joué, Frédéric. Eh bien, ce Frédéric m'a acculé depuis Kinshasa. Claude, tu dois participer. Je n'étais pas prêt. La preuve que si, hein, mesdames et messieurs. En tout cas, voilà. Donc, c'est à ce titre que je suis là. Et je n'avais plus le choix. Et je me suis déplacé rien que pour ça. Eh bien, on est très contents que vous soyez là. On est super contents. C'était Claude Picoati. Bravo, Claude. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer cette présentation. Ça ne se fait pas comme ça, vous vous en doutez. Et si on donnait la parole à Gaël Prat, des Petits Débrouillards? Je disais tout à l'heure que cette association œuvrait depuis plusieurs années dans l'univers de la médiation scientifique. On fait quoi aux Petits Débrouillards? On fait plein de choses. Merci beaucoup. On donne maintenant... Donc c'est une association d'éducation populaire et qui a pour but de rendre les sciences accessibles à tout le monde et de rapprocher le monde des sciences et des citoyens, qui se fait de plus en plus, mais de sortir du côté élitiste des sciences et de l'image du chercheur en blouse blanche et cheveux gris. Alors ça prend quelle forme? C'est des ateliers? Vous allez voir des publics scolaires? C'est quoi là? Alors pareil, ça prend plein de formes différentes. On travaille principalement avec les enfants élémentaires, collège, et par une démarche pédagogique donc, qui est basée sur la démarche scientifique, qui a pour but d'avoir envie de se poser des questions, de s'intéresser à comment les choses fonctionnent autour de nous, et surtout à déployer une mise en recherche de solutions, de réponses par soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association où on va expliquer des concepts, mais donner le matériel de manière à ce que les participants comprennent par eux-mêmes comment ça fonctionne. Et nous, à la fin, on dit « Ah bah, les scientifiques appellent ça comme ça ». Donc ils font de la science, ces publics-là, ils ne sont pas à recevoir de la connaissance d'en haut, c'est ça l'idée? C'est ça, ils font, ils observent, ils comprennent, ils essayent, ils se trompent. On favorise beaucoup le fait de se tromper. Se tromper, une expérience qui ne fonctionne pas attise vachement plus la curiosité qu'une expérience qui fonctionne tout de suite. Ça dépend combien de fois, cela dit. Raté. Ça peut créer un peu de frustration des fois. Mais c'est effectivement très précieux de valoriser l'erreur dans le cheminement scientifique. Est-ce que vous avez recours, j'allais dire, pardon de l'expression, à des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs dans le cadre des Petits Débrouillards? Est-ce que vous faites appel à leur talent pour les missionner éventuellement auprès de certains publics? Alors complètement, on recrute, venez. Alors eux c'est des lycéens, donc peut-être pas tous. Aussi. Ah, aussi des lycéens? Bientôt, en fait, donc le lien avec la recherche, on le fait à différents niveaux. Tous nos contenus pédagogiques sont quand même validés par la recherche, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire des bêtises, parce qu'on n'est pas forcément tous scientifiques, on est plutôt des médiateurs. On est en lien avec le monde de la recherche pour nous accompagner sur des cafés sciences, par exemple, pour rencontrer des citoyens. On travaille avec l'université de Cergy pour justement bosser sur ce rapprochement sciences et société. Et on cherche des animateurs. On forme des jeunes et des moins jeunes. Vous les formez à ensuite, la médiation. On peut commencer à partir de quel âge? 18 ans. Ouais, 18 ans. Il y a une formation, c'est hyper chouette. On n'a pas besoin d'être scientifique. Je suis moi-même pas du tout scientifique. J'ai découvert les sciences. Et puis c'est payé 1 200 € de l'heure, surtout, il faut le dire. Ah ouais. Non, presque.
Bon, en tout cas, c'est vraiment très précieux de vous avoir avec nous parce que vous avez ce regard de médiation scientifique, encore une fois, dans ce jury. Merci 1000 fois. On peut applaudir les petits débrouillards et Gaël Prat. Allez, on va continuer, mesdames et messieurs. On va entendre maintenant la 3e personne qui va venir sur scène pour parler de sa thèse en seulement 3 minutes. Elle est cette personne en 3e année de thèse. Sa discipline, c'est le génie civil. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il retourne. Le titre de sa thèse, Performance environnementale de recyclés et autres matériaux dans l'économie circulaire. Pour en parler, donc, Martial Clavier est avec nous. Ça va, Martial ? Ça va. Martial, est-ce qu'on n'aurait pas un petit problème de câble ? Bonne question. Ouais, ce sera peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Il faut que tu sois à l'aise et surtout que tu sois content de toi à l'image. Non, c'est bon, là, voilà, je suis bien. nickel, comme ça c'est parfait. C'est Que tu sois au mieux. Comme tous les autres candidates et candidats. Voilà, quand tu es prêt, un signe en régie et on t'écoute pour 180 secondes. Quelle est la bonne durée pour un bain ? Voilà la question fondamentale sur laquelle planchent depuis quelque temps les instances européennes. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un nouvel accès de fièvre normative et régulatrice, car on ne parle pas ici de n'importe quel bain. On parle de celui où l'on fait tremper les matériaux de construction pour recueillir et analyser l'eau, afin de savoir quels éléments potentiellement nuisibles à l'environnement sont susceptibles d'être relargués dans la nature, avec le passage de la pluie par exemple. Et si je vous dis en plus que certains de ces éléments répondent au chaulinon de plomb ou d'arsenic, vous comprendrez sans doute pourquoi on veut absolument éviter que de tels malfaiteurs ne s'échappent. Et c'est particulièrement vrai pour les matériaux recyclés. Oui, recycler dans le fond, c'est une très bonne idée, sauf si votre matériau recyclé n'est pas suffisamment propre et libère dans son environnement des éléments indésirables. Ça, aujourd'hui, on l'a bien compris. C'est pourquoi on pratique depuis longtemps, en France notamment, des tests normalisés pour vérifier si ces matériaux ne sont pas dangereux pour leur environnement. La lixiviation, terme aussi difficile à écrire qu'à prononcer, c'est le nom du procédé. En gros, on fait prendre un bain au matériau, puis on récupère l'eau pour l'analyser. Le problème, c'est que dans un souci d'harmonisation européenne, on voudrait maintenant faire durer ce trempage jusqu'à 2 mois. Ce qui, pour nous, Français, paraît un peu exagéré. Je sais que nos amis d'Europe du Nord mettent parfois en doute notre sens de la propreté. Eh bien, à nous de leur montrer qu'il n'y a pas que le temps passé dans l'eau qui compte. Et justement, afin de démontrer scientifiquement qu'un temps de trempage plus court peut être tout aussi efficace, je fais de la modélisation informatique. En gros, je lave plein de matériaux différents, et à partir de ce que j'obtiens, je construis un modèle de calcul et de prévision. Modèle qui permettra, à l'issue de ma thèse, de prédire la composition de l'eau sans même avoir à laver le matériau, et ainsi de concilier rapidité du diagnostic et protection de l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est passionnant dans cette recherche, pour un chimiste comme moi, c'est qu'elle me permet de mieux comprendre les mécanismes physico-chimiques à l'œuvre dans le relargage des éléments. Imaginons que le matériau est une prison qui enferme les éléments. Prison dont il cherche à s'évader à la faveur d'une inondation. Je travaille à comprendre, un peu à la façon d'un profileur, quelles sont les préférences de chaque prisonnier en matière d'évasion. En effet, si certains sont trop lents ou trop gros pour passer entre les barreaux ou se font capturer en cours de route, d'autres, au contraire, ont parfois des complices qui les aident. Quoi qu'il en soit, je vous rassure, la plupart des matériaux que j'ai testés jusque-là ne posent aucun problème environnemental particulier. On peut donc profiter sereinement de l'intérêt écologique et économique des matériaux recyclés sans nuire à l'environnement. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Après tout, elle n'est pas si sale. Et voilà, Martial Clavier. Eh ben super, oui, je te vois souffler. On donne beaucoup d'énergie finalement dans un pitch de 3 minutes. C'est intense toujours. Hein. C'est très intense. Bon, bravo pour cette présentation. En 3e année, je le disais, en génie civil. Et une thèse qui est financée dans le cadre d'un appel à projet qui est porté par CY, l'université.
c'est le projet Sirex. C'est ça. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Qu'est-ce que c'est? Sans rentrer dans les détails. Oui, voilà, rapidement, c'est donc un appel à projet, comme vous l'avez dit, qui s'adresse aux entreprises qui voudraient financer une thèse, un sujet de thèse qui les intéresse. Et donc, l'appel à projet Sirex permet d'avoir un apport financier à côté de celui des entreprises. Et donc, il y a un montage financier qui se fait avec ces deux parties-là pour pouvoir en fait financer la thèse par la suite. D'accord. Et ça, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, tu sais? Alors là, pas du tout. En tout cas, c'est très intéressant. Effectivement, ça va permettre de trouver des solutions concrètes à des questions que se posent plein d'entreprises dans le territoire. Après la thèse, est-ce que... Alors, question qui fâche, hein, ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire déjà? Parce que je dis après la thèse parce que tu es en 3e année, donc là, la soutenance, c'est dans quelques mois. C'est une affaire de mois, là, vraiment très peu de mois. Qu'est-ce que je compte faire? C'est une bonne question. J'y réfléchis quand même beaucoup en ce moment. Oui. Mon but, ce serait de rester dans des thématiques environnementales un petit peu comme ce que je fais ici, parce que c'est ce qui m'intéresse moi, c'est ce que j'ai envie de faire plus tard. Donc voilà, probablement dans le privé, dans des entreprises, accompagner ces entreprises-là dans ces problématiques environnementales, ça serait parfait. Et tu es un grand fan de musique? C'est ça. Tu fais partie d'un groupe, c'est ça? Alors d'un ensemble vocal, voilà. Donc tu chantes en fait? Je chante beaucoup. Et je fais un peu de guitare aussi à côté. Mais et on a rapporté ta guitare qui est juste là. C'est parti. C'est faux. Petit concert. Peut-être pour pour imaginer une édition musicale de ma thèse en 180 secondes. On fait des pitchs de 3 minutes, que des chansons de 3 minutes maximum. On tient un concept là, non? Hein? C'était Martial Clavier. Merci. Bravo. On se rapproche de la 2e partie, de la fin même de cette édition. Donc profitez bien pour évaluer chacun des candidates, chacun des candidats, chacune des candidates. Alors je le précise, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais les petits moments d'échange que j'ai à l'issue de chaque pitch avec les candidates et les candidats sur scène sont juste destinés à permettre aux membres du jury de finir de prendre des notes et à vous, cher public, voilà, de savoir où on en est, de réfléchir à ce qu'on venait d'entendre et pas de passer tout de suite au candidat suivant parce que sinon on aurait fini en 5 minutes. On prend un peu de temps et donc ce temps-là, je le prends aussi pour vous faire découvrir le portrait de ces jeunes chercheuses et ces jeunes chercheurs de façon différente. Ce n'est pas un temps évalué du tout. Seul le pitch de 3 minutes est à prendre en considération pour les votes finaux. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur notre prochain candidat ? Ou pas trop? Je peux faire des claques. On peut envoyer notre prochain candidat ou pas? Ouais, on peut. Alors je vais le présenter tranquillement. Il est en première année de thèse et il fait lui aussi quelque chose d'encore différent, une discipline qu'on n'a pas entendue pour l'instant, c'est de l'histoire, même de l'histoire contemporaine. Il travaille sur un thème qui est le suivant: la guerre d'Algérie dans la guerre froide, un conflit mondialisé. C'est le titre de sa thèse et il va nous en parler. Enzo Fontanet est avec nous. Enzo, exactement la même consigne qu'aux autres participantes et participants. Quand tu es prêt, un signe ostensible et on lance le timer. On peut faire un petit test. Alors j'ai cru entendre parfois, sans porter la critique trop ardument, un tout petit léger Larsen. Si on pouvait prendre en compte cette considération technique dans la suite de la finale. Tu peux peut-être faire un test, effectivement. On m'entend bien? Oui. Ouais, voilà. Donc, voilà. Quand tu es prêt... Non, on l'entend pas? C'est bien de tester avant. Hein. C'est peut-être éteint? Non, c'est allumé. Alors, c'est trop enfoncé peut-être dans la poche, je sais pas. Est-ce que tu peux juste replacer cette voilà, et me dire le titre de ta thèse juste? La guerre d'Algérie dans la guerre froide. On ne l'entend pas du tout. Est-ce que... Oui, je chante également. Est-ce que on a un micro-main? Est-ce que ça t'accepterait un micro-main ou ça t'embête? Oui. Ou on peut peut-être regarder si... Où on discute et on attend que le problème technique soit réglé. La guerre d'Algérie dans la guerre froide. Non, ça marche pas du tout. Voilà, ça s'appelle un petit problème technique. On est en direct, ça fait partie du lot. Est-ce qu'on donnerait pas la parole du coup à un autre membre du jury pour jouer la transition? Allô, c'est bon? Ah, c'est mieux. Yes. Ça sera le coup d'après. Alors regarde, c'est les boutons sur le côté en même temps dans la poche. Voilà. Pardonnez-nous, hein, on n'est pas encore tout à fait rodé.
Pourtant, on a diffusé en direct sur TF1, mais là... Allez, on reprend nos esprits. Enzo, quand tu es prêt, on t'écoute pour 180 secondes. 8 février 1958. Sakiet Sidi Youssef, un village tunisien à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Alors que le marché bat son plein, un raid de l'aviation française bombarde le village. Le but de l'opération, éliminer des combattants algériens planqués derrière la frontière. Mais de nombreux civils sont tués. On parlerait aujourd'hui de victimes collatérales. La réaction de la Tunisie est immédiate. Elle rompt les relations diplomatiques avec la France et porte l'affaire devant les Nations Unies, où la France est mise en cause à la tribune de l'Assemblée générale par les pays du tiers-monde. L'opinion publique mondiale est indignée, y compris dans les pays alliés de la France, où les médias font pression sur leurs dirigeants. Les États-Unis doivent reconsidérer leur soutien à la France. Pourquoi je vous parle de cet incident ? Eh bien, parce qu'il illustre tous les enjeux de ma thèse. En France, on considère encore la guerre d'Algérie, qui s'étend de 1954 à 1962, comme un conflit franco-algérien, dont il est difficile de voir les dimensions internationales. Et il est vrai qu'ici, de forts enjeux mémoriels empêchent de prendre le recul nécessaire pour replacer la guerre d'Algérie dans son contexte, cette confrontation mondiale entre États-Unis et URSS, qui façonne toute la seconde moitié du XXe siècle et qu'on appelle la guerre froide. Alors pas question bien entendu de nier le caractère décolonial de cette guerre, car les revendications indépendantistes algériennes sont évidemment au cœur de ce conflit. Ma démarche vise seulement à montrer pourquoi la guerre d'Algérie doit aussi être considérée comme un épisode de la guerre froide. Après tout, cette question ne fait déjà plus débat aux États-Unis. Je m'intéresse donc aux différents acteurs qui influent de l'extérieur sur le conflit. La presse, les institutions internationales, les pays occidentaux, socialistes, du tiers-monde, en me demandant qui agit, quand, comment et surtout pourquoi. Pardon. Pour trouver les réponses, je dois encore ouvrir pas mal de cartons d'archives remplis de télégrammes, de courriers confidentiels et de bien d'autres documents permettant d'éclairer les échanges politiques et diplomatiques autour du conflit. Alors, si vous m'imaginez en baroudeur menant une enquête trépidante aux quatre coins du globe, je vous arrête. Imaginez plutôt un ermite reclus dans une bibliothèque ou un centre d'archives, bataillant entre des documents poussiéreux et ceux classifiés qu'il m'est malheureusement interdit de consulter. Car non, tous les documents relatifs à la guerre d'Algérie ne sont pas publics. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette guerre, c'est qu'il s'agit d'un des premiers conflits aux dimensions internationales sans intervention militaire extérieure. Car si certains pays s'engagent en faveur d'un des protagonistes, seules les troupes françaises et algériennes sont engagées sur le terrain. En cela, on pourrait comparer cette guerre à d'autres, bien plus récentes, que vous connaissez, qui font actuellement la une des journaux. Après tout, l'histoire c'est aussi cela, éclairer le passé pour mieux comprendre le présent. Merci. Enzo Fontaner. Bon, le problème technique, on l'a oublié. Tu t'en es très très bien sorti. Bravo. Merci beaucoup pour cette présentation. Et ça fait du bien d'entendre un petit peu de sciences humaines et sociales. C'est vrai que c'est pas toujours une collection de disciplines, j'allais dire, qui sont très représentées dans le concours Ma thèse en 180 secondes. Et pourtant, il y a beaucoup à entendre de choses passionnantes dans cet univers disciplinaire. Petit message de service. Ouais. Alors, si un jour vous faites une thèse et vous êtes dans les SHS, venez voir MT 180. Enzo, après la thèse, un objectif. Alors, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite. Mais quand même, déjà, une petite musique, hein, c'est ce que tu me disais au téléphone. Oui. Devenir enseignant-chercheur, ça, c'est un truc, ça serait l'alpha, l'oméga. Ce serait le Graal, oui, après avoir pris quelques vacances entre la thèse et ça, mais oui, ce serait le Graal. Quoi ? Non, ça n'existe pas de vacances à l'enseignement supérieur. Ce serait l'objectif, oui, tout à fait, enseigner et continuer quand même. Parce que tu enseignes déjà, en fait. Oui, j'ai quand même des classes de deuxième année de licence à ma charge. Ouais, ça se passe bien ? J'ai débuté cette année et j'adore ça, oui, je m'épanouis beaucoup là-dedans. Ouais. Est-ce que Ma thèse en 180 secondes, la formation, le fait comme ça de parler au public, ça aide aussi à être encore plus à l'aise face à un public d'étudiants ou est-ce que les deux exercices n'ont rien à voir, il n'y a pas de caméra dans ton cours de TD ? Je pense que ça va dans les deux sens. Je pense que autant la préparation du concours m'a aidé pour donner des cours et autant les cours m'ont beaucoup aidé aussi pour ma thèse en 180 secondes. Et MT 180, c'est un goût du challenge, beaucoup. Oui, et puis comme vous le disiez très justement aussi, l'envie aussi de représenter un petit peu les sciences humaines que je ne retrouve pas énormément dans ce concours sur ces dernières années. Certains participants en font partie, mais
majoritairement non, donc c'était aussi l'objectif. Alors, au coup du challenge, dans tous les secteurs, pas simplement scientifiques, y compris sportifs, parce que il fait du sport, et pas n'importe lequel, c'est le vélo. Tu es un passionné de cyclisme, Oui. et tu fais de la compète un petit peu amateur, mais en tout cas, voilà, c'est pas simplement pour faire, comme moi, le tour du pâté de maison avec mon BMX. Oui. On m'imagine pas trop sur un BMX. Ah, je le sais bien. Qu'est-ce que tu prépares comme compétition ? Je crois que c'est le Tour des Flandres, c'est ça ? Oui, bah, ça a lieu le week-end prochain, justement en Belgique, donc c'est une course amateur. Fais-moi peur, combien de kilomètres ? De 250 kilomètres. Et probablement sous la pluie. Et probablement sous la pluie, c'est tellement plus sympa. C'était Enzo Fontanet. Merci beaucoup, Enzo, de nous avoir parlé d'histoire. Et oui, Françoise Marmouillet fait partie de ce jury, édition 2024 de ma thèse en 180 secondes, CY Paris-Cergy Université. Et elle travaille à The Conversation. C'est un média qui fait, je le dis vite, le lien entre science et société aussi, en donnant la parole à des chercheuses, à des chercheurs, toutes disciplines confondues, pour qu'ils écrivent, c'est ça, des articles sur ce site. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de porter cette expertise dans le débat public et de délivrer une information qui soit fiable, qui soit délivrée par des gens dont c'est la compétence. Des experts ? Des experts, exactement, des chercheurs, des chercheuses, et d'aller un peu à l'encontre des prises de parole parfois qu'on peut avoir dans les médias de gens qui ne sont pas tout à fait experts, il y en a quelques-uns, et voilà, et d'offrir à un public qui n'irait pas forcément vers des publications scientifiques quand même assez ardues, et de permettre à ce public de lire des articles chez nous qui sont édités par notre équipe de journalistes, c'est-à-dire qu'on va simplifier, essayer de rendre les choses plus accessibles. D'ailleurs, je suis très impressionnée par tout ce que je viens d'entendre jusqu'ici. Tout est présenté. Ils sont bons, hein. Ils sont très bons, c'est très clair. Voilà. Il et elle. Il et elle, bien sûr. Par rapport au pitch qu'on reçoit parfois au sein de notre rédaction, vraiment, je peux vous dire que le niveau est top. Et donc, votre métier à vous, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites dans The Conversation ? Alors moi, je vais éditer les articles, donc les rendre plus accessibles, plutôt dans la rubrique société. Et puis, je vais aller aussi, au gré de l'actualité, chercher des experts qui vont pouvoir nous expliquer cette actualité. Alors, ça va être parfois de l'actualité de la recherche, mais aussi beaucoup de l'actualité du tout venant qui vont intéresser par exemple. Mais par exemple, ce matin, on a un papier que je trouve super intéressant sur Aya Nakamura. Ah oui. Ouais, vous connaissez cette chanteuse ? Non, pas du tout. Voilà, c'est une linguiste qui nous a écrit ça sur pourquoi c'est très intéressant les débats qu'il y a aujourd'hui autour du fait qu'elle va sans doute chanter lors des JO. Ouais. Voilà, et donc on a une linguiste qui vient nous expliquer ce que c'est que la langue, pourquoi il y a une pluralité de la langue française qui est hyper intéressante à comprendre et à prendre en compte, etc. Donc voilà, et ça de manière vulgarisée. Encore une fois, c'est des articles de chercheurs, voilà, mais qui vulgarisent clairement leurs propos. Si on veut lire l'article dont vous parliez à l'instant, c'est theconversation.fr. Voilà. Et c'est la une, je crois. Alors, ce matin, il y a un article sur la conversation et le smartphone. Ça peut aussi nous intéresser. Ça peut aussi nous intéresser. Mais si, c'est un peu plus bas en une, mais vous le trouverez. Et je vous invite, et c'est un bon support pour aller chercher de l'information fiable. Il n'y a pas que Wikipédia, vous pouvez aussi aller sur The Conversation quand vous préparez une disserte ou que sais-je. Merci beaucoup, Françoise Marmouillet, d'être avec nous dans cette édition de ma thèse en 180 secondes. On peut l'applaudir et on va donner la parole dans quelques instants à notre 5e et dernière chercheuse. Elle est en deuxième année de thèse. Elle fait une thèse en génie civil, comme Martial, finalement, même discipline. Voilà. Alors, c'est peut-être pas une discipline, c'est plus un champ disciplinaire. Comment est-ce qu'on dirait ça ? C'est un domaine de recherche. Ouais. Et cette thèse qu'elle prépare s'intitule « Stabilisation et renforcement des sols par des écomatériaux », un sujet, là encore, d'actualité. Je vous prie d'applaudir vraiment très fort notre dernière intervenante, Amira Mansour Kodjar. Bonjour. Amira, je te laisse la place, moi je ne pitche pas. Amira, quand tu es prête,
un signe en régie, on t'écoute pour 180 secondes. Je pense que des informations et des conseils t'ont été donnés juste avant. N'hésite pas à placer le micro plutôt là. D'accord. Tu sais ce que je fais, moi? Pro-type, quand je sais pas où mettre le micro. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Oui, non, je suis pas d'accord parce que ça marche pas. Tu le mets sur le menton si jamais tu as un doute. Voilà, je me permets d'avoir cette petite recommandation technique, mais tu fais comme tu veux. On t'écoute pour 180 secondes quand tu es prête et que tu fais un signe à la régie. D'accord. Le ciment. Il ne sert pas seulement à faire du béton. Savez-vous qu'il est aussi utilisé pour renforcer les routes? Il leur apporte cohésion, résistance mécanique, stabilité à l'eau et au gel. En le mélangeant à des sols médiocres, on peut par exemple transformer une voie accidentée en un chemin en béton armé. Malheureusement, le ciment et le CO2 sont trop amis. Figurez-vous que la production de ciment est très énergivore et participe fortement aux émissions de gaz à effet de serre. 0,7 tonnes de CO2 pour une tonne de ciment. Voilà pourquoi plusieurs recherches sont menées actuellement pour créer des ciments verts à faible impact environnemental. Parmi les alternatives, le recyclage des sous-produits industriels comme les cendres volantes issues de la combustion de charbon ou les scories issues de la sidérurgie. Mais ces déchets ne peuvent se substituer que partiellement au ciment. Au début de ma thèse, on m'a donc confié la mission d'aller à la chasse des sous-produits pouvant remplacer 100% de ciment pour une couche de fondation autoroutière. Un soir, face à mon ordinateur, je contemplais ma énième tasse de café vide et, désespérée, j'interrogeais les dessins tracés par le marc au fond de ma tasse pour tenter de savoir quel serait mon avenir scientifique et professionnel quand... Eureka! Le marc de café, un déchet organique très abondant qui, tout comme un sol sableux, est constitué de grains insensibles à l'eau. Sauf que, comme ceux du sable, ces grains ne présentent entre eux aucune cohésion. Il me fallait donc un liant. Et comme j'étais en si bon chemin, j'ai trouvé, devinez, le lait, ou plutôt la caséine. Cette protéine qui est un résidu de l'élaboration des produits laitiers. En milieu alcalin, elle se comporte comme une vraie colle. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la recette de mon café au lait. 2 à 8 cuillères à thé de caséine, un verre de solution alcaline bien concentrée, remuez, ajoutez le tout à un bol de marc de café et vous obtenez ainsi la consistance minimale requise pour une route à faible trafic. Je passe sur le secret qui assure le succès de ma recette à l'échelle moléculaire. Imaginez simplement les molécules de caséine comme de petits agents bâtisseurs se frayant un chemin entre les grains de marc de café pour jeter des ponts à travers le vide qui les sépare. Ils nous permettent ainsi de bâtir, à notre échelle, de vraies routes, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, des routes à faible trafic, demain, certainement des autoroutes. Et cette fois, pas besoin de lire dans le marc de café pour s'assurer que la voie est bonne. Qu'est-ce que vous en dites sur ma voix? J'ai pas terminé. Elle est bien tracée. Voilà, là, vous pouvez applaudir. Bravo, Amira. Amira Mansour Kodja, c'était super, bravo. N'hésite pas à prendre bien la lumière, qu'on profite de toi. Merci beaucoup pour la préparation de ce pitch et pour cette expression en 3 minutes. Avant la thèse, on peut peut-être dire un petit mot de ton parcours. Tu as été ingénieur, je crois. Tu es ingénieur, oui, c'est ça? Je suis ingénieur en génie civil et j'ai travaillé comme ingénieur en génie civil et chef de projet aussi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de marquer une pause dans ton parcours pour faire cette thèse, au final? En fait, j'aimerais bien apporter du nouveau à mon domaine, que j'aime bien, le génie civil. Et je trouve que c'est un domaine riche qui nous permet de s'innover, on va dire. Donc, les matériaux innovatifs sont des sujets de recherche tendance que j'aimerais bien m'y mettre pour apporter le plus. Donc c'est une thèse menée en co-tutelle? Oui, entre l'Université 20 août 1955 à Skikda et Cergy Paris Université. Bon, en France. Ça va te permettre effectivement d'enrichir cette discipline. C'est ce que tu me dis, cette thèse. Hein. Oui. Et du coup, après, alors c'est que le début, enfin c'est le début, non, t'es à mi-parcours, t'es en 2e année, c'est ça, je dis pas de bêtises? Oui, je suis en 2e année. Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire? Tu m'as parlé d'enseignement, toi aussi, mais peut-être d'autres choses, d'un labo d'analyse? Oui, des analyses géotechniques. Alors c'est quoi un laboratoire d'analyse géotechnique? Il fait quoi? Il fait des analyses du sol
parce qu'avant de construire, on doit s'assurer que le sol est portant. Il a de bonnes caractéristiques mécaniques, donc on fait une série d'analyses géotechniques. Donc, voilà. Écoute, c'est le pire que je te souhaite, que tu arrives comme ça à réaliser ces rêves. Cette thèse d'abord, et puis cette poursuite de carrière qui s'annonce super top. Bravo et merci beaucoup d'avoir participé à cette édition. Merci beaucoup. Merci Amira. Voilà, mesdames et messieurs, les 5 participantes et participants à cette édition 2024 de ma thèse en 180 secondes viennent de présenter leur thèse en 3 minutes là devant vous. Maintenant, je vais demander tout de suite, sans coup férir, à chacun des membres du jury de bien vouloir quitter la salle pour aller en salle de délibération tranquillement pour pouvoir choisir 2 prix du jury, forcément. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut, pas trop quand même. Je crois que vous avez 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, j'invite toutes les personnes qui sont dans la salle à se munir d'un petit papier qu'on va vous remettre, un bulletin sur lequel vous allez pouvoir choisir la ou le candidat qui a votre suffrage. Vous pouvez en choisir qu'un, ou qu'une. Donc réfléchissez bien. À l'issue de ce vote, on les récupérera tous et donc on annoncera là juste après le prix du public que vous aurez choisi, vous. C'est vous qui allez décider qui est-ce qu'on envoie en demi-finale. Voilà. Alors, ne quittez pas la salle parce qu'on va faire un petit jeu dans quelques instants. Je vous en dis pas plus. Pendant que le jury délibère. Voilà. Ça va sinon ? Bien ? Pendant que le jury délibère, on va faire un petit jeu, je le disais, et vous allez pouvoir choisir entre Sarah Bayol, Claude Kikwati, Martial Clavier, Enzo Fontanet et Amira Mansour Kodja. Voilà. Et puis, on va profiter d'eux jusqu'au bout en leur demandant de me rejoindre sur scène. Si vous voulez bien, chères candidates, j'ai candidat. Je veux bien que vous montiez sur scène. On va prendre des petites photos aussi. Et puis, on va vous faire débriefer. Allez, on les applaudit pour leur performance. Alors un petit débrief, ça s'est passé comment ? Ah merci beaucoup. Alors si vous n'avez pas de micro, ça va être compliqué effectivement de... Merci beaucoup. J'aurais dû l'anticiper. Sinon je leur donne le mien, c'est pas grave. Je leur donnais le mien. C'est bon ? Comment ça s'est passé ? Claude, c'est un grand moment quand même, hein ? Salut. Oui, effectivement, j'ai l'habitude d'affronter les grandes salles avec pas mal d'étudiants. Mais là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Hein ? Parce que là, il ne s'agit pas d'enseigner, mais c'est de présenter les résumés d'une recherche en quelques minutes. Ah oui. On s'y prend comment ? Qu'est-ce qui a été le plus dur au départ pour vous, Claude ? Est-ce que ça a été plutôt la forme ? Est-ce que ça a été plutôt le fond ? C'était d'abord l'enchaînement d'idées, partant de l'ancrage, en passant par la problématique et aussi du récit scientifique, et aussi apporter des solutions et enfin projeter. Ouais, il faut arriver à une conclusion conclusion dans le scientifique. Bien sûr. Voilà. Sarah, pas simple de passer en première. Oui. Pas simple. Oui. Mais on s'en tire bien quand même. Bravo. Merci. Comment est-ce qu'on prépare MT 180 ? Qu'est-ce qui a été la priorité en ce qui te concerne ? Est-ce que ça a été plutôt un travail sur le jargon, par exemple, parce qu'il y en a forcément dans toutes les disciplines, oui. Ou est-ce que ça a été un travail plutôt sur la gestuelle, la prise de possession de l'espace de pitch, les aspects forme ? Il y a eu plusieurs points un peu difficiles. Déjà, c'était vraiment la partie écrit et par rapport à justement faire passer le message, parce que si je me trompe pas, ceux qui étaient avec moi ont mis énormément de temps à comprendre ce que je faisais. Ah. Donc le jour où tout le monde a compris ce que je faisais, c'était un peu gagné déjà. Donc, parce que vous discutiez entre vous en fait. Oui, en fait on est là enfin c'est comme des tables rondes, en fait on travaille tous ensemble avec l'aide de Frédéric évidemment. Et donc au début, quand t'expliquais ta thèse, tu voyais un regard un peu trouble dans le...
Jusqu'en février, quasiment. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'avais rien compris. Mais là, d'accord, ok. Voilà, tu fais de la cuisine? Non. Bah, presque. Ah, presque. Et voilà, et après, c'est toute la façon d'être sur scène qui est aussi quand même bien particulière. Oui, c'est un jeu. T'avais fait du théâtre, toi, des choses comme ça? Pas du tout. Non, jamais. Donc tu partais de zéro. Donc, on part de zéro, et encore jusqu'à mardi, on partait déjà de zéro. D'accord. Voilà. On va vous laisser prendre le temps de finir de voter, et dans quelques instants, on fait un petit jeu avec nos différents candidates et candidats. Donc prenez le temps de finir de voter. Enzo, qu'est-ce qu'on garde, qu'on gagne ou qu'on gagne pas un prix, hein, à la limite. Qu'est-ce qu'on garde de ma thèse en 180 secondes, de cette expérience-là? Qu'est-ce que tu garderas, toi? L'expérience des 4 mois de formation où on essaie vraiment de vulgariser au maximum son sujet, de faire passer un message en fait de manière simple, rapide, parce que c'est quand même un sujet qui prend 3 à 4 ans de travail, donc résumer ça en 3 minutes, c'est quand même assez complexe. Mais de mon côté, contrairement aux sciences vraiment sciences dures, ouais. Il n'y avait pas vraiment de jargon à simplifier, il n'y avait pas forcément... Mon sujet était assez compréhensible. Le plus dur, c'est vraiment de donner le plus d'infos. Il n'y avait pas de jargon, mais enfin, il y a aussi un contexte. Voilà. Et puis, c'est un sujet politique aussi, tu le disais dans ton pitch. Oui. Donc, peut-être aussi un peu piégeux, parce qu'il y a tout de suite de la sensibilité, des idées peut-être aussi préconstituées qu'on se fait sur ce conflit. Donc, là aussi, il y avait des pièges aussi à déjouer dans la présentation. Tout à fait. Et ce sont les mêmes pièges que je retrouverai d'ailleurs dans mes 3 années de thèse. Hein. C'est de vraiment prendre ce recul, hein, puisque la mémoire de la guerre d'Algérie est très vive encore aujourd'hui. Voilà. Il y a Frédéric, donc Frédéric, je veux bien que tu viennes sur scène. On peut l'applaudir, c'est le coach des 5. Juste un petit mot, cette année ça s'est passé comment? Très bien, pour moi ça commence à faire un certain nombre d'années que je m'occupe des candidats à ma thèse en 180 secondes, mais chaque année c'est nouveau. Est-ce qu'ils se servent de ce qui se fait déjà depuis quelques années, justement? Est-ce qu'ils regardent des vidéos? Est-ce qu'ils se sont inspirés de choses qui ont déjà été réalisées? Parce qu'on ne part pas dans le concours comme on partait il y a 10 ans, forcément. Il y a une antériorité maintenant, ce qui rend le concours plus difficile. Ce qui oblige à... Oui, bien sûr, on s'inspire de toutes les vidéos des candidats qui sont disponibles sur l'Internet et qui sont souvent excellentes, enfin, dont on peut tirer beaucoup d'enseignements. Mais le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est que chacun est différent et que chaque présentation est différente et que le concours, on pourrait croire qu'il est un peu formaté, mais pas du tout, pas du tout. En fait, on peut faire ce qu'on veut dans les 3 minutes. Oui, c'est ouvert, c'est très ouvert et ça permet toutes sortes d'expressions. Parler de la chanson. Ça, je suis sûr qu'il faut le faire. C'est à explorer. On va inventer ça. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez... tu peux rester avec nous un petit peu. Est-ce que vous avez tous voté? Tout est tous voté. Ouais, il n'y a pas de petit bulletin qui n'aurait pas été remis. Donc on peut dire que le vote du public est clos. Merci beaucoup d'avoir participé. Quiz. On va faire un petit jeu, en attendant que les membres du jury... Est-ce que je vais prendre la manette, peut-être, hein, comme ça, je passerai les slides. Ça sera peut-être le plus simple, je ne vais pas vous embêter avec ça. Merci beaucoup. Alors, un petit jeu en 8 questions, un truc tout simple. Enfin, tout simple. Peut-être pas tant que ça. Comme ça tombe bien, vous êtes 6. Oh, Frédéric, tu as bien fait de rester. On va faire un quiz science et pop culture. L'idée de ce quiz en 8 questions, c'est très simple, c'est de voir... comment la science infuse dans la bande dessinée, dans le cinéma, dans les séries. Et est-ce que vous allez arriver à répondre à ces petites questions? C'est pour jouer en attendant, encore une fois, que les membres du jury nous rejoignent avec les résultats du vote. On va faire 2 équipes. Je vais vous demander à vous 3 de vous mettre de ce côté-là. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi jouer. Et on gagne un prix. Si l'équipe... alors, on va dire que ça, c'est l'équipe A. Là, c'est l'équipe B, hein, voilà. Le premier qui répond peut donner la réponse. Le premier, c'est pas une course de vitesse, donc vous devez lever la main. Vous levez la main, je vous tends le micro, vous répondez. Si la réponse est bonne, vous marquez un point. Si la réponse est mauvaise, c'est l'autre équipe qui marque un point. Ok? C'est simple, c'est très simple. D'accord? Voilà. Et on gagne 5 000 €, c'est faux. Alors, première question. Quelle célèbre série américaine suit la vie fictive de 2 physiciens, Enzo, du California Institute of Technology et de leurs amis? Donc,
Enzo, c'est quoi ta réponse? T'as un micro là? Big Bang Theory. Big Bang Theory. Alors mets-toi là si tu veux que je te vois, parce que voilà, mettez-vous bien. Vous aviez la réponse aussi? Ouais. Ça fait 1 point pour l'équipe A. Voilà. D'ailleurs, c'est une série qui, vous le savez évidemment, s'est arrêtée il y a très peu de temps. Je crois qu'elle a duré 15 ans, 15 ou 20 ans. C'est très très long. Et c'était bien sûr pas The Sopranos, par exemple. Alors, vrai ou faux? Réfléchissez bien. Attendez que j'ai lu la question avant de lever la main. Sinon, vous ne pouvez pas lever la main. En 1976, en référence au personnage du professeur Tournesol de Hergé, que tout le monde connaît, 2 sociologues belges ont proposé le concept de tournesolisme pour désigner le comportement de scientifiques se coupant du monde. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Enzo? On pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Quelle réponse tu aurais fait? J'aurais dit faux. Tu aurais dit faux? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un tox ou c'est vrai? Ah, c'est quand même pas clair non plus là-bas, hein. C'est faux? Qui pense que c'est vrai? Ah, quand même. Eh bien, c'est faux. C'est un fake. Donc ça fait 1 point partout. C'est sorti tout droit de l'esprit torturé de votre animateur. Allez, on passe à la 3e question. Laissez-moi le temps de lire la réponse. De la question, pardon. Dans 2001, Odyssée de l'espace, tout le monde connaît le film? Merci beaucoup, madame. Vous avez gagné le prix de 5 000 € qui n'existe pas. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, comment s'appelle l'IA embarquée à bord du vaisseau spatial habité Discovery One? Il y a une seule bonne réponse. Toutes les autres réponses, ce sont des noms d'aspirateurs. C'est vrai, hein? Martial, attends, laisse-moi... Attends. Non, Martial, je vais te donner la réponse. Pour l'instant, il y a un partout. Alors, juste un petit sondage. Qui n'a jamais vu le film? Oui, ouais, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas trop. Alors, quelle est ta réponse? Moi, la réponse c'est HAL 9000. HAL 9000, oui, c'est ça. Voilà, c'est HAL 9000. Ça fait 2-1. Donc tous les autres, là, V8 Absolute, UP 600, Air Force Flex, XO, tout ça, c'est des noms d'aspirateurs. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Ah, mon Dieu. Allez, question 4. Trouvez l'intrus. 5 semaines en ballon, le tour du monde en 80 jours, la planète des singes, 20 000 lieues sous les mers, de la Terre à la Lune. Enzo. La C, la planète des singes. Vous êtes d'accord? Pour vous, c'est quoi? Bah oui, c'est la... Ah bah oui, c'est la C. La A? Alors attendez, qu'on se mette bien d'accord. Pour vous, quel est le point commun entre les 4 autres? Attends, je vais demander à Enzo. Intéressant. Les 4 autres sont écrits par... Tout a été écrit par Jules Verne, sauf La planète des singes. Aucune idée. Voilà, donc tous les livres ont été écrits par Jules Verne, sauf La planète des singes. Vous l'avez peut-être d'ailleurs à l'esprit, ce remake qui a été fait à Hollywood il y a quelques années, un film en 2 volets. Hein. Peut-être même 3 d'ailleurs. Ou 4. Non, c'était en 2 volets. Allez, on passe à la 5e question. On est déjà à la moitié du quiz. Je ne sais pas si les organisatrices et organisateurs sont encore là. Non, on m'a laissé tout seul. Ok. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Attention, c'est difficile ça. Dans l'un de ses ouvrages, un sociologue français a analysé cette planche tirée d'un album de Gaston Lagaffe de Franquin. Gaston Lagaffe, ça vous parle? Lequel? Bruno Latour, Raymond Aron, Pierre Bourdieu, Edgar Morin. Oui, Frédéric? Bruno Latour. Bruno Latour, ok. Qu'est-ce que vous auriez répondu, équipe B? Claude, vous auriez répondu quoi? Pierre Bourdieu. Amir... Pareil? On ne sait pas. Martial? Plutôt Pierre Bourdieu? D'accord. Donc du côté de Frédéric, c'est Bruno Latour. Est-ce que ça vous inspire? Hein? Pierre Bourdieu? C'est vrai que ça pourrait être Pierre Bourdieu.
C'était Bruno Latour, effectivement. Et en fait, il a fait un article entier pour analyser philosophiquement la démarche scientifique de Gaston Lagaffe, consistant à trouver une solution technique, pour le dire simplement, à un problème humain. Voilà, avec ce chat qui veut sortir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et cet oiseau qui veut sortir et rentrer sans arrêt, sans arrêt. Bon, du coup, il coupe la porte en deux, quasiment. C'est pas ce qui fait la joie de Prunel, mais voilà, un grand moment à la fois de BD et de littérature scientifique. Question 6. Parmi ces 4 scientifiques américains, un seul n'a pas encore eu droit à son biopic à Hollywood. Lequel ? Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Stephen Hawking, Johann Nash ou Alan Turing? Martial, tu gardes ta réponse pour toi, mais c'est Martial qui va avoir le droit de répondre en premier. Alors, est-ce que vous avez une idée, vous? Non, ça ne vous parle pas? La plupart des films dont je parle, il y en a un au moins, vous êtes sûr qu'il a été fait. Oppenheimer, ça, c'était pas difficile. Après, non? Alors, Martial, est-ce que tu peux me donner ta réponse? Lequel? J'hésite, mais je pense que c'est Johann Nash. Johann Nash n'a pas eu le droit à son biopic. C'est la réponse de Martial. Et la vôtre, quelle est-elle? Johann Nash aussi? Qui pense que c'est Johann Nash? Qui pense que c'est Alan Turing? Vous deux? Vous sortez? Non, je plaisante. Qui pense que c'est, désolé, Stephen Hawking? Ouais? Probablement pas. Robert Oppenheimer, bon, c'est pas lui. Enrico Fermi, ouais. Mais non, c'est Enrico Fermi. Vous avez le point, forcément? Il a pas... Et oui, parce que, regardez, bon, Oppenheimer, c'était l'année dernière, ça a été primé aux Oscars récemment. Stephen Hawking en 2014. Bon, après, ça remonte peut-être un petit peu. Johann Nash, c'était 2001. Mais c'est un superbe film. Ça s'appelle, en français, Un homme d'exception. Pardon. Mais un homme d'exception. Waouh. En anglais, le titre, c'est Beautiful Mind, je crois. Et c'est franchement un superbe film. Il faut savoir que Johann Nash était un chercheur américain atteint d'un handicap invisible. Hein. Il avait des troubles paranoïaques aigus. Donc, il gérait à la fois sa carrière scientifique de pointe avec ses difficultés personnelles. Et c'est un petit peu romancé, forcément, parce que ça reste un film fait à Hollywood. Mais ça retrace assez fidèlement le parcours de ce chercheur. Voilà. Je ne vous cache pas que je suis totalement paumé dans les points, mais je pense que c'est l'équipe d'Enzo qui est devant. Merci Martial, tu es beaucoup trop honnête. Question 7. Un seul de ces guitaristes rock, on reste dans la culture pop, hein, je ne vous ai pas menti, même si on écoute peut-être plus beaucoup de rock aujourd'hui, je ne sais pas. Qui est-ce qui écoute du rock ou des déclinaisons rock? Ah si, ça va quand même. Donc, un seul de ces guitaristes n'a pas fait de thèse. C'est-à-dire que les autres, ils ont fait une thèse. Dexter Holland de The Offspring, Gaëtan Roussel, Louise Attaque, Brian May, le guitariste de Queen, et Sébastien Wolf de Feu Chatterton. Voilà, donc 2 groupes français, 2 groupes britanniques, enfin anglais. Martial. Alors attendez, avant de donner la réponse à cette question, Martial, on va peut-être se tourner vers le public. Ça vous parle ou pas du tout? Hein? Queen? Ah oui, les autres groupes, ça vous parle pas? Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver des sujets sciences. C'était Gaëtan Roussel, mais je n'ai pas pris ta réponse, donc ça ne compte pas. Tout à fait. Tout à fait. Je suis pas très bon en quiz, en fait. J'ai des marges d'amélioration. C'était quoi ta réponse en toute objectivité? C'était Gaëtan Roussel, voilà. Alors c'est quand même dingue de se dire qu'en 2017, la même année, Dexter Holland et Sébastien Wolf ont soutenu une thèse. Feu Chatterton, ça vous dit rien? Vous connaissez pas Feu Chatterton? Et enfin, dernière question. Un intrus s'est glissé parmi ces 4 super-héros. Lequel? Bruce Banner, et non pas Tanner, grosse erreur, petite faute de frappe. Hank McCoy, donc, qui joue le rôle de... Donc, Bruce Banner, c'est Hulk. Hank McCoy, c'est le fauve dans l'X-Men. Matt Murdock, c'est Daredevil. Hank Pym, Ant-Man. Et Red Richards pour donc Mr. Fantastic dans les 4 Fantastiques. Et je vois déjà Enzo qui lève la main. Moi, monsieur, j'ai tous les comics depuis 10 ans. Alors, tu vas donner ta réponse, Enzo, mais avant, pareil, j'aimerais sonder la salle. Ouais.
Alors pourquoi? Exactement, c'est la bonne réponse. Bravo. C'est le seul à avoir une formation de juriste et non pas d'avocat. Eh ben, c'est bien joué. C'est bien joué. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En attendant, dans quelques secondes, on va être rejoint par les membres du jury pour mettre fin à ce suspense insoutenable de savoir mais qui va remporter ces prix du jury. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos jeunes chercheuses, jeunes chercheurs ici présents, à nos doctorantes et doctorants? Je crois que vous êtes en SVT, c'est ça? Hein, il a bien compris, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui envisagent la possibilité de faire, peut-être après l'université, une thèse? Est-ce que ça vous trotte déjà ou pas plus que ça? Qui est-ce qui aurait éventuellement cette idée-là? Ah là là, pas de chance. Hein. 2? Eh bien, regardez qui est-ce qui va venir. C'est l'animateur. Alors, on fait ce qu'on peut pour meubler. Désolé à notre ami caméraman qui ne va pas pouvoir, du coup, me filmer. Alors, ça va? Comment tu t'appelles? Natchatra. Comment ça va, Natchatra? Attends que je te tende le micro avant de répondre, parce que je ne suis pas Matt Murdock. Qu'est-ce que tu aimerais faire, peut-être, plus tard comme étude? De la biologie, de la recherche en santé, peut-être. C'est quand même bien précis. Hein. Elle est bonne en classe, hein? Elle a l'air d'être plutôt bonne. Hein? Ouais, elle est super douée. C'est super de faire ça. Et quand tu entends des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses comme ça parler de leur thèse, est-ce que ça te donne déjà envie, peut-être, de faire une thèse? Je te tiens un petit peu avant le micro. Ouais, bon, en vrai... ça va être long. Mais en vrai, j'aimerais bien faire une thèse. Je trouve ça sympa. Ça donne envie. Genre, non. Mais... Franchement, si à l'issue de cet événement, vous avez envie, hein, je parle en votre nom, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la thèse, vous pouvez leur demander un mail, ils ne vous refuseront pas ça. Voilà, je m'engage à mort. Voilà, les membres du jury sont revenus dans la salle, on les applaudit très fort. T'as échappé à un entretien, toi. Aïe, 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 aïe. Ah là, ça, c'est passé. Bon, bah nous, on s'est bien amusés, chers membres du jury, on a fait un quiz. Enzo, l'équipe d'Enzo a un peu triché, mais ils ont bien gagné. Non, c'est pas vrai. On va maintenant, chers membres du jury, remettre les prix. J'invite toutes les personnes qui sont sur scène à bien vouloir quitter la scène, tout simplement, pour qu'on puisse donner la parole à notre présidente du jury qui nous rejoint et qui entend un micro, s'il vous plaît. On applaudit Pascal de Turmy pour un petit débrief rapide de cette délibération. Alors ça s'est passé comment? Attention, marchez pas sur le trou parce qu'on va voir tout. Ah oui, je voudrais pas tomber. Vous imaginez bien que ça n'a pas été simple. Non. On a essayé de ne pas s'arracher les cheveux, mais on a fini par trouver un classement à l'unanimité. Qu'on va donner tranquillement. Pas tout de suite. Pas tout de suite. En tout cas, c'était une belle édition. C'était une super belle édition. Ils ont été tous les 5, de toute façon. Je dis bravo à tous les participants. C'est super chouette ce que vous avez nous montré. On a découvert des métiers parfois qu'on ne connaissait pas. Et vraiment, je sais que c'est beaucoup de travail pour vous. Tout le monde ne sera pas récompensé, malheureusement. Mais merci d'avoir participé, merci d'avoir joué le jeu. Et puis, on croise les doigts pour ceux qui iront en demi-finale. Ouais, bravo à vous. Bravo et merci de votre encouragement. Donc, on va commencer par remettre le prix du public. Le prix du public est en plus assorti d'un chèque cadeau de 400 €. Je ne crois pas me tromper. Cette fois-ci, ce n'était pas faux, c'est vrai. Alors, c'est marqué dessus? Ouais. C'est pas difficile à lire, ça va, c'est bien gros. J'ai jamais eu d'aussi gros chèque. C'est vrai? Enfin, j'espère que si, quand même. La taille. Alors, le prix Ça, c'est le prix du public, on est d'accord? Le prix du public, c'est marqué dessus, c'est comme le port-salut. Le prix du public est remis à... C'est moi qui dis? Oui. Sarah Bayol. Sarah Bayol.
Sarah Bayeul, prix du public, c'est vous qui l'avez choisi. Elle est en deuxième année de thèse en biologie. Elle nous a présenté une thèse sur les traces biologiques. Voilà. Bravo Sarah. Sarah, tu as le droit de prendre le maximum de lumière parce qu'on a une super photographe et elle te veut... Alors, micro, plus chèque, plus trophée. Tu peux te tenir ma fiche? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Hein, je te le rends promis. Enfin, je pense. Alors, ça fait quel effet? Tu es contente? Tu peux parler dans le micro? Non, je ne vais pas parler dans le micro. Merci beaucoup à tous. De toute façon, c'est grâce à vous que j'ai ce si beau chèque. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je sais pas. Tu peux partir, je sais pas. Non, on part. À Maubeuge. Voilà, donc merci à tous et ça me touche beaucoup. Et puis, voilà. On te félicite, on t'applaudit, bravo. On va échanger. Tu restes avec nous, Sarah, pas très loin. Tu peux peut-être poser ton trophée sur la petite table là-bas. Tu repartiras bien sûr avec. Alors des trophées, vous l'avez vu, écologiquement, environnement durable, éco-responsable. Je vais y arriver. Voilà, en bois. On passe à la suite, chère présidente. Oui, j'ai 2 micros, c'est pas normal. Alors, on passe maintenant à la remise du 2e prix du jury. Roulement de tambour, tout ça en cachant le nom. Là, c'est mal le 2e prix du jury, mais j'ai pas besoin d'avoir le nom, normalement je le sais, est remis à Sarah Bayeul. Écoute, ça t'en fait 2, tu peux m'en laisser un, non? Tu sais quoi? Tu gardes les trophées, je vais prendre les chèques, on va faire ça comme ça. Hein? Félicitations Sarah, c'est génial. Mais viens devant, regarde, tous les gens qui veulent te voir. On peut mettre ça comme ça, regarde. Hop. Sarah. Je suis très gênée. Mais à part d'être gênée, tu es contente quand même? Oui, très. Merci beaucoup à tout le monde, que ce soit le jury ou même le public et à mon équipe aussi qui est là en force. Donc la semaine prochaine, enfin en tout cas à la fin du mois de mars, c'est les demi-finales. Dans quel état d'esprit tu vas affronter ce moment? Comme je peux. C'est une bonne réponse. Sarah Bayeul est notre prix du public et notre 2e prix du jury. Voilà, hop. Allez, que d'émotion. Alors, devinez quoi, il nous reste encore un prix à remettre. Prix du jury, 1er prix du jury. Donc là on va savoir qui accompagnera Sarah. Voilà, chère présidente, on y va. Le 1er prix du jury est remis à Martial Clavier. Martial Clavier. Allez, viens Martial. Ah, ce moment, tu l'attendais. Hein? Je l'attendais. C'est vrai, je l'attendais. Ça fait plaisir. Viens devant. Merci beaucoup au jury. Merci beaucoup à tout le public aussi d'être venu. C'est un moment qui est vachement sympa en fait, hein, quand même de parler, de faire ça sur scène. C'est impressionnant, mais c'est amusant. Et puis merci à mes collègues qui sont venus, ma directrice de thèse aussi qui est venue me soutenir. Ah mais je le savais pas, je l'aurais embêté, elle est où? C'est vous madame? Écoute, l'année prochaine, quand tu recommences ma thèse en 180 secondes une 3e fois, pardon, je viendrai vous voir. Bon, bravo, félicitations. Et même question que je posais à Sarah à l'instant, comment tu vas préparer la prochaine échéance, les demi-finales là? Est-ce que tu vas revoir de textes, changer de petites choses, ou au contraire laisser ça tranquille et rien toucher pour arriver frais? Alors, je pense que le texte, il est plutôt bien. Je suis assez content de mon texte. Voilà, peut-être au niveau du jeu, essayer de me lâcher un peu plus, essayer encore de m'amuser plus, quoi. En fait, c'est ça, d'aller chercher plus le public, et puis voilà, ça va être ça, hein, je pense. Bon, on te souhaite, ainsi qu'à Sarah, le meilleur pour la suite. On vous espère en finale le 6 juin à Nice. Sarah, je t'invite à nous rejoindre. On va passer à l'instant photo, à l'instant applaudissement de feu de Dieu, là, pour vous remercier, pour vous applaudir, pour vous encourager pour la suite. Bravo à Martial Clavier. Bravo à Sarah Bayeul. N'hésitez pas à vous mettre bien devant, voilà.
C'est un super moment qu'ils vivent. Ils n'en croient pas leurs yeux. En fait, ils ne réalisent pas, en fait. Et j'invite les 3 autres candidats à cette édition à me rejoindre pour une photo finale, parce que vraiment, vous n'avez pas démérité. Bravo à Sarah, Claude, Martial, Enzo et Amira. On souhaite à Sarah et à Martial le meilleur, comme je le disais, pour la suite. Bon vent. Merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette finale Ma thèse en 180 secondes. On se retrouve peut-être l'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et vive la science, tout simplement. Bonne fin de journée et à bientôt.